Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Glaser. Ma contribution repose sur un projet que je mène avec mes étudiants à Sciences Po et qui a pour objectif de cartographier les réponses que l'Union européenne apporte à la crise du coronavirus. Je vais me concentrer sur un aspect en particulier de cette action, celui sur lequel porte ma thèse, la mobilisation de l'infrastructure de la recherche scientifique. Bien, mon intervention s'intitule L'Union européenne, une infrastructure vitale. Car aujourd'hui, en Europe, la vie dépend des capacités et des connaissances scientifiques. Les diverses mesures de quarantaine servent d'une part à étaler les cas de complications liées à l'infection pour garantir la capacité des hôpitaux à les accueillir, mais c'est également une course contre la montre pour trouver des remèdes aux symptômes. Sur le plan de la production des connaissances, l'innovation biomédicale doit actuellement répondre à 3 défis en particulier. Le premier défi est d'ordre épidémiologique. Se pose la question de savoir comment modéliser la propagation du virus pour informer l'action notamment des autorités publiques. Deuxièmement, les laboratoires scientifiques sont sollicités pour concevoir des méthodes de diagnostic dites in vitro, permettant de répondre à la demande de dépistage. Et troisièmement, l'Europe tente d'accélérer le développement de remèdes et peut-être d'un vaccin. L'Union européenne dispose d'un arsenal de régulation important pour mobiliser les infrastructures de la recherche scientifique autour de ces 3 objectifs. On va voir lesquels. Le droit européen est premièrement un outil de médiation permettant de donner aux laboratoires des pays européens les moyens financiers pour agir. La recherche initiale en sciences est une recherche de financement et l'un des principaux outils pour assurer ce financement par l'Union européenne est le règlement Horizon 2020. Il permet notamment aujourd'hui à la Banque européenne d'investissement de solliciter l'outil financier InnovFin, inscrit dans le règlement Horizon 2020, pour effectuer des prêts à hauteur de 241 millions d'euros. Il permet aussi à la Commission de porter à 45 millions d'euros sa contribution à l'appel à projets lancé par l'initiative Médecine innovante, un partenariat public-privé de financement de la recherche scientifique. L'Union européenne, ou plus précisément le droit européen, n'est pas simplement un canal de financement, mais aussi un outil créateur d'infrastructures pour la recherche scientifique. Du règlement sur les essais cliniques ou de celui sur les diagnostics in vitro, émerge également une infrastructure liée au partage, à la publication et au contrôle des données scientifiques. En témoigne par exemple la création d'une base de données scientifiques liées aux essais cliniques. Qu'ils soient positifs ou négatifs, les résultats doivent être publiés au niveau européen. Peut-être peut-on aller jusqu'à dire que ce droit très technique, élaboré à partir d'expertises scientifiques, participe lui-même à l'infrastructure de la recherche européenne. Maintenant qu'on a compris le lien entre la recherche scientifique et le droit européen, la partie active commence, c'est-à-dire la partie qui nous sort un peu de la passivité intellectuelle et physique de cette quarantaine. Le projet que je cherche à proposer à mes étudiants est une incitation à observer et à trouver des manières de restituer l'importance de la crise du coronavirus en analysant le droit. L'idée d'analyser le droit européen comme support d'une infrastructure vitale indique qu'on quitte un peu les débats qui conçoivent le droit comme simplement régulateur. Donc on met pour l'instant de la crise de côté, par exemple, le fait que le droit est éternellement à la ramasse par rapport au progrès scientifique et comment il pourrait l'être un petit peu moins. C'est pas la question qui se pose en ce moment. Au moment de la crise du Covid-19, le droit révèle quelque chose de peut-être plus profond et de plus existentiel, mais dont les implications sont tout aussi concrètes et qui aboutit à des sommations à agir tout aussi pragmatiques.
On va commencer par observer ce qui se passe en droit européen du côté de l'élaboration d'un vaccin, et ensuite on va s'intéresser au diagnostic. On observe, au moment où il est question de l'élaboration d'un vaccin, un hiatus entre la très grande urgence de trouver des remèdes et des traitements prophylactiques d'une part, et d'autre part, la lenteur qui caractérise la recherche scientifique. Cette lenteur est liée au rythme du travail en laboratoire, nécessairement tributaire du temps que mettent les phénomènes biologiques à se produire, du temps qu'il faut pour conclure à des résultats, du temps qu'il faut pour mener des essais cliniques. Compte tenu de ces contraintes, l'hypothèse est la suivante. Le droit européen, envisagé comme l'outil qui permet de mobiliser des fonds pour la recherche, de lui fournir des données scientifiques, de conduire des essais cliniques pan-européens, est l'endroit où se révélerait que la crise du coronavirus est aussi une crise de la méconnaissance de la temporalité de la recherche scientifique, qui, elle, est lente. On peut commencer par analyser les différentes temporalités en jeu. La temporalité d'une crise, c'est l'urgence. Ces crises sont liées à la manière dont on éprouve le fonctionnement de nos infrastructures. La temporalité particulière aux infrastructures, Paul Edwards l'a très bien étudiée. Ces infrastructures sont conçues pour survivre les générations au point d'en devenir presque invisibles pour nous, tant elles constituent le support de nos vies. Elles ne deviennent que visibles dans les moments de crise. D'un point de vue de la temporalité géophysique, donc à une échelle beaucoup plus vaste, nous dit Paul Edwards, il n'est nullement surprenant que nos infrastructures s'effondrent, et ce n'est que du nôtre que ces événements apparaissent comme des catastrophes, le plus souvent naturelles ou comme des désastres. Il avance que cet effondrement est lié au fait qu'on réfléchit les phénomènes naturels, le fonctionnement de nos infrastructures de manière séparée. D'une part, il y aurait la nature, stable, ordonnée, éternelle et indépendante de l'activité humaine, et le coronavirus et ses origines montrent à quel point c'est faux, et de l'autre, l'infrastructure, œuvre de notre ingéniosité. En continuant à entretenir cette dichotomie, notre modernité offre une image de vulnérabilité systémique, liées à l'effondrement de nos infrastructures ou à leur incapacité à répondre à des crises. Cette pensée pourrait nous mener assez loin, mais pour l'instant, elle nous aide à reformuler notre interrogation sur l'élaboration d'un vaccin dans l'urgence. Quand les infrastructures sont conçues en adéquation avec notre environnement naturel, et pas par opposition à cet environnement, les crises en deviennent moins surprenantes. Il est par exemple possible d'anticiper celles qui nous frappent aujourd'hui à partir de la dernière propagation d'un coronavirus en 2003, le SARS. Comment aurait-on pu alors concilier les deux temporalités un peu mieux ou être un petit peu moins surpris d'un retour de crise lié à cette catégorie de virus? Ça, c'est une question qui appartient au fonctionnement de l'infrastructure européenne, dont on se rappelle qu'elle fonctionne par les médiations du droit européen. Concernant l'élaboration d'un vaccin contre le coronavirus, Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, a dénoncé dans un entretien accordé à Le Monde que l'Union européenne s'est désengagée du financement des grands projets de recherche sur la famille du coronavirus 3 ans après le SARS. Or, l'analyse de ce virus aurait permis de ne pas perdre de temps dans l'élaboration de remèdes contre un autre virus de la même famille, le Covid-19. On peut donc dire que le support infrastructurel européen de la recherche scientifique présente un défaut d'entretien. L'infrastructure européenne liée à la connaissance scientifique de la famille des coronavirus est tombée en désolation, ce qui a eu pour conséquence d'intensifier notre expérience cyclique des crises sanitaires. C'est dans l'urgence qu'une poche d'activité ou de réactivité se crée et on peut s'attendre à ce qu'elle se résorbe en temps prospère. Or, l'urgence,
n'est pas le temps selon lequel fonctionne la recherche fondamentale. Ça traduit une forme d'inadéquation de notre infrastructure organisée via le droit européen, avec d'une part les phénomènes naturels et d'autre part le rythme de la recherche fondamentale. Concernant maintenant le diagnostic, les méthodes de diagnostic in vitro offrent une vision un petit peu plus optimiste du fonctionnement du droit européen et de sa capacité à réagir par rapport à cette crise. Que le droit européen crée des infrastructures de la recherche scientifique, c'est particulièrement visible concernant les banques de données scientifiques et tous les efforts qui assurent leur flux en Europe. Les diagnostics in vitro en sont tributaires, puisque leur fonctionnement repose sur la médiation des données entre le patient et le dispositif médical. Ça permet de constater, à la lecture du règlement sur les diagnostics in vitro, dont on dispose en Europe depuis très récemment, un déplacement de l'activité qui mobilise traditionnellement le travail intellectuel d'un médecin vers les machines. Il y a en quelque sorte un déplacement d'agence. Alors qu'habituellement, cette tendance peut être source d'appréhension pour le personnel médical dont le travail s'en trouve transformé, la crise sanitaire du coronavirus met en lumière le potentiel sanitaire lié à cette tendance réglementaire. D'une part, on se trouve face à la nécessité de dépister les personnes porteuses du virus pour éviter sa propagation, mais cet impératif s'accompagne du danger que représente le déplacement des personnes potentiellement malades en milieu médical et les risques de contamination du personnel sanitaire qui y sont liés. Il est donc essentiel de trouver des manières de dépister le coronavirus sur les lieux de la quarantaine, dans l'idéal sans solliciter le personnel médical. Sur ce point, Stanford organise une conférence virtuelle sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les méthodes de diagnostic. Mesurer la capacité de l'Union européenne à faire face à la crise sera très lié au fait de savoir si elle aura été capable de coordonner et de financer suffisamment la recherche scientifique dans ces deux domaines, l'élaboration de méthodes diagnostiques et l'élaboration de remèdes et de méthodes prophylactiques, c'est-à-dire un vaccin. La crise du coronavirus est également un moment révélateur à un autre niveau. Il requiert des institutions européennes de se servir de leurs outils nécessairement institutionnels pour recourir à des modes d'action, eux, non institutionnalisés. Autrement dit, est-ce qu'on ne serait pas en train d'observer un mode d'action quelque peu inédit de l'Union européenne, un mode d'action qu'on pourrait qualifier d'ambulatoire? Alors que des éléments fondamentaux de la construction européenne, comme la suppression des frontières intérieures, ou encore le libre jeu de la concurrence, ou alors le respect des contraintes budgétaires sont momentanément suspendus, un autre mode d'action européen serait en train d'émerger autour de l'usage des ressources biomatérielles dans l'urgence. Ce qui émerge, c'est en quelque sorte une poche d'activité autour de la réaction à la crise sanitaire qui éprouve, dans tous les sens du terme, la capacité d'action au niveau européen. Et c'est avec ce questionnement que je vous laisse. Merci.